Lundi 16 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Triste nouvelle pour commencer ce journal. Le dernier hommage pour le sénateur de Madagascar et président de la délégation spéciale de la ville d'Antananarive, Richard Ramanambitan, ont été rendus sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analankel. Il a été décoré commandeur de l'ordre national durant la cérémonie funéraire par le président de la République, Andjirazuelin. Nous avons perdu un ami, un frère de confiance, selon le chef de l'État pendant son hommage à l'ancien PDS. Reportage signé Judikel Rangenerin, Eraslo Formanan et Andora Zanjaipe. C'est un adieu effectué par sa famille, ses proches, assisté des amis et de nombreux hauts responsables de l'État. Le sénateur Richard Ramanambitan, ancien président de la délégation spéciale de la ville d'Antananarive, a reçu les derniers hommages à l'hôtel de ville d'Antananarive aujourd'hui. C'était son dernier lieu de travail, mais ce qu'il a réalisé va au-delà de cela, de par son engagement et son dévouement pour le président de la République, Andjirazuelin, qu'il a élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Un véritable ami, un frère, voilà ce qu'il était, selon le président Andjirazuelin, un homme de confiance et qui a donné le meilleur de lui-même là où il était et dans ce qu'il faisait. Richard Ramanambitan a laissé un grand vide pour la ville et le pays, mais aussi dans le cœur de tous. Le fait que Richard Ramanambitan ait été à la tête de la commune urbaine d'Antananarive restera une partie particulière dans l'histoire d'Antananarive. Une histoire qui aurait dû se poursuivre pour encore quelques années, mais qui a été tragiquement interrompue. Il avait été à la tête de la ville d'Antananarive pendant 6 mois. Richard Ramanambitan avait été sénateur de Madagascar pendant des années, mais son parcours politique va encore plus loin que cela à travers ses nombreuses réalisations. L'ancien PDS Richard Ramanambitan reposera éternellement dans sa dernière demeure à Fionan, Angenville. Dans les actualités économiques, outre l'ouverture du pont aérien entre Antananarive et Dubaï par le vol direct effectué par Emirates, cette compagnie ouvre également des portes pour l'emploi des jeunes malagasy. Il a déjà été déclaré durant le vol inaugural à Ivat que l'Emirates emploiera des jeunes malagasy et le recrutement est déjà ouvert actuellement, selon ce reportage de Judikel Rangenerin et Andora Zanjaipe. Hi, my name is Solo Chuck. I'm from Madagascar. I've been part of the Emirates team for over 14 years now. C'était comme un rêve pour bon nombre de jeunes de voir le capitaine Soul Andjiatin piloter le Boeing 777 des Emirates qui a atterri à Ivat le 3 septembre. Beaucoup en étaient fiers. Travailler au sein de cette compagnie ne sera peut-être plus un rêve pour les jeunes malgaches. Lors de la cérémonie accueillant ce vol d'ouverture, il a été annoncé que cette plus grande compagnie au monde allait embaucher des jeunes malgaches. Beaucoup de jeunes attendent cette opportunité. Elle se réalisera bientôt car les recrutements auront lieu les 23 et 24 septembre. Durant ces 2 jours, la compagnie aérienne Emirates accueillera les jeunes malgaches qui veulent être personnel de cabine ou au sein du service client. Et ceux qui veulent postuler peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site de cette compagnie aérienne. Selon les informations, Emirates recherche des jeunes malgaches possédant les compétences nécessaires pour travailler en son sein. Elle emploie également des ressortissants issus de 200 pays et les Malagas sélectionnés les est offrant. Et environ 3000 demandes de permis d'exploitation et de recherche liées aux ressources minières sont actuellement en attente auprès du BCMM au bureau du cadastre minier, dont 1305 sont des demandes de renouvellement et le reste de nouvelles demandes. Le ministère effectue actuellement une descente sur terrain pour vérifier ces demandes. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. De nouvelles conditions seront mises en œuvre avant d'accorder un permis d'exploitation ou de recherche, a déclaré le ministre Rakout-Malal Irnjan Olivier. Cela dans le but d'apporter des avantages à la zone minière et aux résidents, au gouvernement et aux exploitants. Ces conditions comprennent la mise en place de nouveaux systèmes tels que la demande en ligne sur le site de la BCMM, l'utilisation des e-permis, le respect des cahiers de charges, la participation au RSE,
le respect du nombre de travailleurs malgaches au sein de l'entreprise minière à 80% et la participation au fonds minier d'investissement social et communautaire limitée à 3% pour les grands exploitants et forfaitaire suivant les carrés miniers pour les préas. Actuellement, 1305 demandes de renouvellement de permis sont entre les mains du BCMM ou Bureau du cadastre minier, tandis que 1650 sont de nouvelles demandes. Le ministère procède actuellement à une enquête approfondie sur ceux qui ont demandé le renouvellement de leur licence, d'après toujours les explications. Il est prévu que tous les nouveaux permis d'exploitation minière et de recherche seront délivrés en 2025. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il y a de nouvelles grandes exploitations minières qui devraient ouvrir en 2025. Concernant Base Douliard, le ministre a confirmé que le gouvernement est actuellement en plein examen pour son ouverture. Il faut prioriser l'intérêt de tous, a-t-il déclaré. Toujours dans cette page économique, les exportations légales d'or se poursuivent actuellement après la suspension du droit d'accise de 6% dont se plaignaient les opérateurs selon le ministre des Mines Rakut-Malala Irnjani Olivier. Concernant le rapatriement de devises liées à ces exportations, il n'y a plus de risque que ces opérateurs fuient car le rapatriement se fait désormais à l'avance. Si auparavant ces opérateurs avaient 3 mois pour le faire, d'après toujours les explications. Dans la page fait divers de ce soir, des individus veulent s'accaparer d'une partie du terrain de l'EPP d'Issaaf à Nusiavaraja, district d'Avarajan. Les parents des élèves et le directeur s'y opposent et appellent les autorités compétentes à enquêter sur cette affaire, selon ce reportage de Rad Ramananzatouv sur les images d'Anzarazonarville. C'est la deuxième fois que l'on veut s'accaparer d'une partie du terrain de l'EPP d'Issaaf à Nusiavaraj. Le directeur de l'école a affirmé que la première affaire, dont les auteurs sont des particuliers, a déjà été portée devant le PAC et sera jugée le 23 septembre prochain. Le règlement de ce litige étant encore en cours, voilà que la commune veut aussi accaparer une partie du terrain de l'école. En fait, c'est un terrain domanial adjacent aux terres de l'EPP qui a fait l'objet de la demande de la commune, mais une partie du terrain de l'école est également incluse dans cette demande selon les parents des élèves et le directeur. Des géomètres sont déjà venus afin de délimiter le terrain en question, afin d'éviter à ce que les terres de l'EPP soient incluses. Par ailleurs, le chef de Fukuntan a reçu des menaces lorsqu'il a refusé de signer la demande incluant une partie du terrain de l'école, selon les informations. À noter qu'environ 200 élèves sont actuellement inscrits à l'EPP d'Issaaf. Les parents des élèves s'opposent à cette tentative de s'accaparer d'une partie du terrain de l'école. Une réunion a eu lieu dans ce sens à l'issue de laquelle les parents d'élèves ont lancé un appel aux autorités compétentes pour qu'elles se penchent sur cette affaire. Le terrain où se trouve le bureau du Fukuntan, qui est adjacent au terrain de l'EPP, est également concerné par ce litige foncier. Et l'opération coup d'arrêt de la police nationale a débuté le 11 septembre dernier. Elle visait à instaurer durablement la sécurité dans la ville d'Antananarive et ses environs. Explication Fernand Soul et Anzarazonarville. 88 cas de non-respect de la loi ont été constatés par la police nationale 5 jours après le début de l'opération coup d'arrêt, le 11 septembre 2024, selon le rapport émanant de la police nationale aujourd'hui. Il y a eu notamment des ventes et des consommations de stupéfiants, des vols de motos et de téléphones, des cambriolages et des vols à la tire. 248 personnes ont été appréhendées par les commissariats d'Antananarive selon les explications. Il est à rappeler que cette opération coup d'arrêt visait à éradiquer l'insécurité sous toutes ses formes, mais également de coordonner la circulation selon toujours les explications. Dans un tout autre sujet à présent, l'OIT et Madagascar partagent les mêmes aspirations en ce qui concerne le développement de Madagascar et particulièrement à travers la promotion de la jeunesse malgache, a souligné la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle lors de la visite de courtoisie du représentant de l'OIT à Madagascar auprès de ce ministère aujourd'hui. Les deux parties se sont convenues de collaborer pour le développement de la jeunesse malgache à travers l'octroi de formations répondant aux besoins du marché international actuel. Il s'agira aussi de collaborer afin que les formations puissent intégrer les jeunes, les femmes et même les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, que personne ne soit laissé de côté. L'OIT accompagne le METFP dans la réalisation de ce projet à travers l'octroi de centres de formation et d'équipements pour ces centres, mais aussi à travers un renforcement de capacité pour rendre le projet effectif. Plus d'explications. Nous collaborons
déjà avec son ministère, nous avons pu dans le passé réhabiliter des centres de formation. Cette année, en février, j'ai accompagné des gens de son ministère à Turin, où il y avait un grand forum international sur les stages de qualité, parce qu'il faut donner une chance aux jeunes de découvrir le monde du travail. On parle toujours de cette inadéquation entre la formation et le monde du travail. Et je lui disais tout à l'heure qu'ici à l'OIT, à Madagascar, nous avons aujourd'hui accueilli 3 jeunes qui vont travailler à l'OIT pour découvrir le monde du travail. Et donc, préparer les jeunes à un monde du travail qui change et ne pas rester sur une formation de type traditionnel, c'est la préoccupation de l'OIT. Et nous allons continuer à travailler avec son ministère pour vraiment essayer d'éliminer ce fossé qui existe entre la formation et le monde du travail. Toujours concernant ces visites de courtoisie, l'ambassadeur sud-coréen Park Ji-won a effectué ce matin également une visite de courtoisie auprès de la ministre de l'Éducation nationale, le docteur Saounjar Malal, à Marie-Michel. La discussion entre les deux parties s'est axée sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'éducation. Des échanges d'expériences auront lieu, mais également une formation multiforme pour les acteurs du monde de l'éducation, selon les explications. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi la situation éducative des enfants malgaches. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. 8 personnes migrantes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation clandestine dans la nuit de samedi à dimanche à Ambleteuse, dans le nord de la France, en tentant de traverser la Manche clandestinement vers l'Angleterre. France 24. C'est à bord de ce bateau pneumatique qu'ils ont tenté la traversée vers l'Angleterre. 59 personnes entassées là en pleine nuit. Et sur la plage, des effets personnels laissés à l'abandon, symbole d'une nuit meurtrière. Il est un peu plus d'1 heure ce matin quand l'embarcation prend le large, mais très vite elle chavire et s'écrase sur les rochers. Il y a 8 victimes. Le maire de cette commune était l'un des premiers sur place. J'ai jamais vu ça de ma vie, et puis vous retrouvez face à 8 victimes, alors qu'ils ne sont pas venus chez nous pour dire de mourir. 51 personnes ont pu être sauvées, dont un nourrisson de 10 mois. En hypothermie, il a été hospitalisé. Le bateau s'était lancé en mer à proximité de la commune de Wimereux. Le groupe est encore près du rivage quand l'embarcation chavire. Aujourd'hui, les autorités dénoncent la responsabilité des passeurs. Les embarcations sont surchargées. C'était presque 60 dans l'embarcation ce matin. Elles sont de mauvaise qualité, elles sont sous-gonflées, elles n'ont pas de plancher. C'était encore le cas ce matin. Elles sont sous-motorisées et il n'y a pas de gilet de sauvetage pour tous les occupants. Deuxième drame en mer en 2 semaines dans le secteur. Le 3 septembre dernier, au Portel, sur le quai, des sacs mortuaires alignés. Les corps de 12 migrants qui voulaient eux aussi rejoindre l'Angleterre. La liste des victimes s'allonge, mais les traversées, elles, continuent, voire progressent. Sur la seule journée d'hier, 8 tentatives empêchées par les forces de sécurité, 200 migrants secourus dans la Manche. Il était chaud pour les personnes. Ce responsable associatif s'apprête à sillonner le littoral toute la nuit pour porter secours aux migrants qui en auraient besoin. On a un peu de tout, des vêtements pour hommes, femmes, enfants, quelques biscuits, un peu de thé chaud, de l'eau. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais par exemple, là, on a presque plus de chaussettes et les gens sont tous trempés, parfois jusqu'à la taille, parfois jusqu'aux épaules. Très peu de moyens face à des traversées toujours plus nombreuses, toujours plus dangereuses. Et un bombardement russe sur une tour d'habitation à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait au moins 1 mort et 42 blessés hier. Les détails avec France 24. Dévoré par les flammes, éventré par l'impact. Cet immeuble résidentiel de Kharkiv a été touché dimanche par un missile russe. Les pompiers sont intervenus rapidement pour maîtriser l'incendie et pour sauver les habitants coincés dans leurs appartements. Des familles, des personnes âgées qui n'ont pas pu s'extirper seules. Certains ont été blessés par des débris de l'explosion, comme cet homme touché à la nuque. Plusieurs enfants sont également parmi les blessés et certains pourraient être encore coincés dans les décombres. Tout a explosé.
J'ai ensuite couru à travers les pièces pour m'en sortir. Pas de vitres, pas de cadre. Il n'y avait plus rien là où j'habite. Où devrais-je vivre avec ma femme, mes 2 filles et mes petits-enfants? Je ne comprends pas du tout. Je n'ai nulle part où vivre pour le moment. Tout est brûlé, tout est en feu, tout est détruit. Maintenant, je suis comme je suis. Je n'ai plus rien. Kharkiv, situé à la frontière avec la Russie, est régulièrement la cible de frappes russes. Des frappes qui n'épargnent pas les civils. Pour le président ukrainien, il est urgent d'agir. Au total, on dénombre pas moins d'une centaine de frappes aériennes de ce type chaque jour. Rien qu'au cours des dernières 24 heures, 128 missiles téléguidés ont été utilisés. La seule façon de contrer cette terreur est une solution systémique. Cette solution réside dans des capacités à longue portée qui nous permettront de détruire les avions militaires russes dans leur base. C'est une décision évidente et logique. Volodymyr Zelensky souhaite pouvoir utiliser les missiles longue portée dont il dispose pour frapper directement la Russie. Des missiles qui ont été livrés par ses alliés occidentaux. Mais tous rechignent pour le moment à donner leur feu vert, craignant une globalisation du conflit. La Russie a d'ailleurs menacé. Autoriser des frappes sur son sol serait une sorte de déclaration de guerre de l'OTAN. Et le FBI a annoncé hier enquêter sur une tentative d'assassinat présumé de Donald Trump après des tirs à proximité de lui alors qu'il jouait au golf dans son fief en Floride. L'ancien président américain a confirmé être sain et sauf. Un suspect a été arrêté. France 24. Voici ce que l'on sait de ce que le FBI qualifie de tentative apparente d'assassinat sur Donald Trump. Alors que l'ancien président jouait au golf sur son terrain à West Palm Beach en Floride, des agents du Secret Service chargés de sa protection ont repéré un homme armé dans des buissons et lui ont tiré dessus à quelques centaines de mètres de l'endroit où jouait le milliardaire. Ils procèdent de cette manière. Un agent se rend au trou suivant par rapport à celui où se trouve le président. Et là, l'agent en question a pu repérer le canon de ce fusil qui dépassait de la clôture et a immédiatement ouvert le feu. L'individu s'est alors enfui. Le suspect a laissé sur place un fusil d'assaut de type AK-47 équipé d'une lunette et d'autres objets, dont une caméra GoPro, et s'est enfui dans un véhicule. Il a été arrêté plus tard grâce aux informations d'un témoin qui avait noté sa plaque d'immatriculation. Les médias américains affirment avoir identifié l'homme, mais pour l'heure, les autorités n'ont rien confirmé. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que le président Biden et la vice-présidente Harris étaient soulagés de savoir Donald Trump en sécurité. Le président a aussi déclaré tout faire pour que les services secrets disposent des ressources nécessaires pour assurer la sécurité du candidat républicain. Ce qui ressemble à une nouvelle tentative d'assassinat survient seulement 2 mois après la fusillade de Butler en Pennsylvanie, lors de laquelle Donald Trump avait été légèrement blessé à l'oreille droite. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Prey. Sur ce, très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.